Et donc dans cette présentation, je vais vous présenter mon cas, donc quelqu'un qui ne fait pas de l'instrumentation, qui a utilisé des données, et puis qui est en train de répandre la bonne parole dans des milieux que vous ne fonctionnez peut-être pas, pour essayer de valoriser le travail des observatoires. Donc c'est un témoignage d'utilisation. Donc l'observatoire de la zone critique se trouve sur l'île de Porto Rico. Il y a des scientifiques avec qui j'ai travaillé qui ont passé presque toute leur vie à travailler dessus, parce qu'au-delà de l'observatoire, c'est une forêt exceptionnelle dont ils sont tombés amoureux, ce que je comprends tout à fait. En fait, ma spécialité, c'est la géomorphologie plutôt à long terme, donc plutôt sur des échelles de temps typiquement de 100 000 ans à plusieurs millions d'années. Et je m'intéressais à l'identification des marques diagnostiques permettant de déterminer les processus qui ont permis ces évolutions sur le long terme, en particulier l'évolution des réseaux de drainage dans les chaînes de montagne. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été contacté par des collègues de l'observatoire pour venir essayer de voir ce que le long terme permettait d'apprendre sur ces bassins versants. Et c'était une sorte de deal entre eux et moi, puisque mon intérêt personnel, scientifique, c'était de voir précisément comment fonctionnaient les pentes tropicales et avoir une connaissance beaucoup plus intime que je ne l'avais des processus d'érosion sur ces pentes, pour pouvoir ensuite retourner dans le plus long terme et voir ce qui pouvait être transposable au plus long terme. Donc au départ, je voyais plus ce que cela pouvait m'apporter que ce que cela pouvait apporter à eux. Finalement, à l'arrivée, on s'y est tous retrouvés, ce qui est plutôt bien. Donc je vais commencer par vous présenter un peu ce site remarquable, très brièvement son instrumentation et les caractéristiques de la zone critique dans cet observatoire, avec en particulier le rôle remarquable joué par les vers de terre et les poussières sahariennes. Et puis donc on verra que c'est une vision de la zone critique vraiment intégrale et qu'on a ensuite utilisé pour analyser comment les dialogues entre la végétation et l'érosion fluviale, ce que je vous présenterai donc ensuite. Ensuite, on ira plutôt au niveau des bassins d'ordre zéro, ce qu'ils appellent les OB dans cette région. Et puis pour finir, je vous présenterai un projet en cours sur comment utiliser les données de l'observatoire pour informer l'interprétation des signaux en mer autour de l'île. Donc l'île de Porto Rico, c'est l'île la plus petite des Grandes Antilles. Alors, elle fait quand même 200 km de long sur 50 km de large. C'est aussi la moins haute, puisqu'elle ne culmine qu'à 1400 mètres à Cerro Punta. Et on a une cordillère centrale qui traverse l'île d'est en ouest. Et les montagnes de Luquillos constituent un massif isolé au nord-est. Et cette carte que vous voyez, c'est en fait une carte de la couverture végétale actuelle, avec les zones urbanisées en marron, et en vert clair, la forêt secondaire, parce que l'île a été complètement déforestée au XIXe siècle, sous les effets de l'agriculture. Et puis au XXe siècle, la déprise agricole est marquée par l'exode des populations vers les côtes, pour travailler dans les champs de canne à sucre de la côte, puis dans des industries, et ensuite émigrer aux États-Unis. Et la raison pour laquelle la forêt de Luquillo reste une forêt primaire, c'est parce qu'elle se trouve dans la partie la plus humide de l'île. Parce que même si les montagnes de Luquillo culminent seulement à 1000 mètres, ce sont celles qui reçoivent le plus de précipitations, parce que c'est les premiers reliefs rencontrés par les alizés qui arrivent du nord-est. Et donc on a un gradient climatique très prononcé à travers l'île et un gradient altitudinal aussi assez marqué. Et de ce fait, en fait, il n'a jamais été possible de tracer des routes, au moins jusqu'au XIXe siècle, dans la forêt, puisqu'on a un saprolit très épais et que à chaque fois que les hommes tentaient de monter des routes dans la forêt, ces routes étaient détruites par le glissement de terrain. Et puis à partir du XIXe siècle, cette forêt a été protégée sous un statut d'abord de forêt royale espagnole, puis ensuite de forêt de State Forest, et puis maintenant de National Forest, parce que c'est la seule forêt du réseau américain des National Forest qui est en zone tropicale. Donc cette forêt nationale, vous voyez les limites ici, elle s'appelle El Yunque, du nom de cette montagne ici. Et c'est aussi, depuis les années 20, une zone de rachat de terrain, de reboisement à basse altitude autour du cœur de forêt primaire. Et de ce fait, dès les années 20, ont été installées des maisons forestières, et donc c'est une zone pour laquelle on a des mesures et un suivi de la végétation depuis plus d'un siècle. Donc ça en fait la forêt tropicale la mieux étudiée du monde. Donc on a 3 maisons forestières qui sont localisées ici au nord, avec beaucoup de laboratoires sur place. Donc,
personnel dédié. Et grâce à ça aussi, on a un monitoring qui est très long parce que, au gré des financements, évidemment, les vagues de financement, on a plus ou moins d'activités scientifiques dans la forêt et on a toujours, malgré tout, une sorte de réseau de base constitué par les services forestiers, par les services géologiques qui assurent un suivi continu de la forêt en dépit des fluctuations du financement de la science. Alors dernièrement, au cours des 20 dernières années, on a surtout deux structures qui font la partie scientifique, c'est le LTR, Long Term Ecological Research, et puis l'Observatoire des zones critiques de Luquillo. Alors, il y a beaucoup d'instruments, enfin toute la forêt n'est pas forcément instrumentée, mais étudiée en tout cas, d'une façon ou d'une autre. Et on a, pour ce qui nous intéresserait le plus, un certain nombre d'instruments assez sympathiques. On a des tours météorologiques qui sont représentés par les cercles bleus, qui mesurent aussi les flux de CO2, etc. Pas uniquement des données météorologiques. Et puis, parce qu'elles sont situées juste au-dessus de la canopée, on a des stations, évidemment, de mesure hydrologiques qui sont représentées par les ronds rouges, qui correspondent à des bassins de premier ordre et puis des bassins beaucoup plus grands comme celui-ci, à basse altitude, à haute altitude, sur différents types de substrats. Et nous avons aussi des champs de piézomètres à beaucoup d'endroits, et puis des forages profonds qui traversent tout le saprolite jusqu'au bedrock, qu'on retrouve à différents sites qui correspondent à ces losanges jaunes et qui sont instrumentés avec des piézomètres aussi qui descendent de 30-40 mètres parfois dans le sous-sol. Donc, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, on peut vraiment dire que c'est un master site. Hein. On a vraiment toutes les couches. Alors, grâce à ce suivi sur le long terme, on a vraiment une profondeur de champ assez remarquable. Alors ici, c'est un exemple. En fait, j'ai demandé des diapos à mes collègues. Ils m'ont envoyé 40. Alors, vous m'excusez, c'est une sélection très difficile et très petite de ce qui peut se faire sur place. Mais vous voyez que, par exemple, grâce à la profondeur de l'enregistrement sur plusieurs dizaines d'années, eh bien, on arrive à capturer des événements rares, comme les ouragans. On commence à avoir un certain nombre d'ouragans, et donc on commence à pouvoir vraiment observer si la zone critique réagit de la même façon à chaque fois, et savoir si la compréhension est bonne, si on comprend vraiment ce qui se passe après les ouragans. Donc ici, il s'agit de l'évolution du taux de nitrate sur plusieurs dizaines d'années. On a aussi évidemment de l'instrumentation en temps réel. Donc ici, c'est Jamie Chanley qui installe des capteurs. Ce que vous voyez sont des capteurs de débit, de carbone organique dissous, de turbidité, avec des mesures toutes les 15 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des capteurs qui, lors de l'ouragan Maria, ont continué de fonctionner pendant l'ouragan. Mais la forêt étant totalement détruite et l'île complètement dysfonctionnelle, un effondrement systémique de toute la société portoricaine. Donc en fait, les capteurs ont continué à fonctionner pendant 2 semaines sans que personne puisse monter dans cette forêt et puis tout s'est éteint. Et ils ont attendu 3 mois avant de pouvoir remonter et installer les capteurs. Voilà donc ces données en temps réel, ça permet de voir des choses assez intéressantes. Vous voyez par exemple ici l'évolution des nitrates en fonction du débit, avant l'ouragan Maria, et puis après l'ouragan Maria. Donc on est un peu une animation que j'avais même pas vue. Voilà, qui vous montre comment on était chémostatique et puis comment on évolue après l'ouragan. Donc beaucoup de données, donc pour moi c'était très intéressant. C'est un observatoire qui est situé sur 2 types de roches principales. Donc on a des terrains volcanoclastiques constitués d'andésite et de basalte, et puis une tonalite, donc une roche plutonique. Des roches qui finalement ne sont pas si éloignées en composition, mais qui par contre donnent une texture au saprolite très différente, et du coup une hydrologie très différente. Et cela se reflète même sous le même type de végétation par des récupérations très différentes, par exemple ici en nitrate, après l'ouragan. Donc on a des jeux de données vraiment très intéressants pour conceptualiser la structuration de la zone critique, notamment en lien avec le saprolite. Maintenant, je vais vous parler des caractéristiques particulières de ce site. Donc, les caractéristiques particulières, c'est que d'abord, c'est un des sites au monde où on a fait les premières mesures cosmogéniques détritiques dans les années 90. J'ai refait des mesures qui ont donné à peu près les mêmes choses, qui indiquent que ces bassins versants s'érodent très lentement pour une zone tropicale. C'est-à-dire qu'on a des pentes de 23 degrés, vous avez vu qu'on a des ouragans, en fait. L'essentiel des précipitations, c'est pendant les douches,
vraiment pendant des événements intenses. Et malgré tout, on a des taux d'érosion de 50 mètres par million d'années, ce qui est vraiment faible. On s'attendait plutôt à du 200, 300, 400 mètres par million d'années. Je raisonne en mètres par million d'années parce que je suis géomorphologue. Vous ne verrez pas beaucoup de tonnes par kilomètre carré. Et donc on a la question c'est pourquoi est-ce que l'érosion est si lente? La réponse, vous l'avez sous les yeux, c'est la couverture du sol, c'est la forêt. Et ce qui est assez remarquable, c'est que ce soit au moyen d'expériences, littéralement on douche le sol pour voir quelle est la quantité de ruissellement et quelle est la quantité d'infiltration, ou que ce soit des mesures un peu plus macro au niveau des ouragans, on arrive au même résultat qu'il n'y a quasiment aucun ruissellement. Donc la raison pour laquelle il n'y a aucun ruissellement, c'est qu'on a une infiltration très forte dans ces sols et qu'on a une macroporosité très grande, très bien connectée, qui permet d'éviter aussi la saturation du sol et de limiter aussi les glissements de terrain. Alors, une des conséquences, c'est que le sol finit par s'éroder à la fin, donc on a sous forme de soil creep et puis de terrassement des arbres, et puis quand même des glissements de terrain qui finissent par se déclencher. Alors, vous pouvez le voir ici dans une séparation d'hydrographes sur la base de la géochimie, là, les rapports du germanium et du silicium, où l'on voit qu'en fait on a des précipitations très fortes, on a des flash floods, donc on a vraiment des transferts très rapides de l'eau vers l'aval, mais ce n'est pas par ruissellement, ça se fait essentiellement dans les pores du sol. Ça correspond ici à cette eau qui a été marquée, qui est le quick flow. Et puis on a aussi des contributions d'eau phréatique, une contribution qui est immédiate dès le début des crues, mais qui reste assez modeste par rapport au quick flow. Donc ça, c'est une eau qui était en contact avec le substrat rocheux, contrairement à celle-ci. Alors la raison pour cette grande porosité, ce sont les vers de terre. En fait, on a une activité biologique des vers de terre considérable, de différentes sortes suivant la profondeur dans le sol. Des vers de terre parfois grands comme un bras, qui créent cette macroporosité. Et cela, on l'a démontré en électrifiant le sol, en portant des électrodes pour éloigner les vers de terre. Et au bout de plusieurs mois, on voit que rapidement le ruissellement augmente, que la porosité diminue et que le ruissellement augmente. Et l'autre raison, en fait, c'est l'absence de grands mammifères, puisque les plus grands animaux qu'on trouve dans la forêt, autrement, ce sont des gros escargots et des grenouilles. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de grands animaux pour compacter cette porosité du sol. Alors par contre, si la structure du sol permet d'éviter l'érosion, si on peut dire qu'on cherche à l'éviter, en revanche, ça n'empêche pas l'altération. Et ce site est un des sites où on a mesuré les taux de dissolution d'acide les plus hauts du monde. Je dis mesuré, je ne dis pas que ce sont les plus hauts du monde, mais ce sont les plus hauts mesurés. Et de ce fait, on a en fait une altération très forte. La quantification de l'altération par les flux dissous, par les déséquilibres de l'uranium, indique une vitesse d'approfondissement du front d'altération d'à peu près 40-50 mètres par million d'années. Donc à peu près équivalent à notre abaissement de la surface. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a des boules de tomalite ici qui se forment au fond du saprolite, comme on voit souvent en zone tropicale. Et l'altération se fait essentiellement à proximité de ce substrat. Et ça amène à se poser une autre question d'un point de vue de la zone critique, c'est que la question est de savoir comment les plantes se nourrissent. Parce que le saprolite a une épaisseur qui va de 5 à 30 mètres à peu près, et les écoulements sont essentiellement du haut vers le bas. Le bedrock, donc la roche fraîche, se trouve ici en profondeur. On a l'essentiel de l'altération qui s'est produite dans le premier mètre. Et ensuite, on a un saprolite qui est complètement déprimé en nutriments. Et du coup, les arbres qui vivent ici, les racines sont limitées au premier mètre, eh bien, n'ont pas accès à ces nutriments terrestres. Donc en fait, comment la végétation peut-elle pour se nourrir? Eh bien, nous avons... En fait, c'est un mystère qui a été percé dans les années 90, lorsque les biologistes, les pédologues se sont intéressés à des escarpements taillés par le glissement de terrain dans ce saprolite, et qu'ils se sont intéressés à la revégétalisation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on part
d'un saprolite qui est d'une absence complète de nutriments. Et puis, sur quelques années, sur 10-20 ans, on voit progressivement augmenter la quantité de nutriments dans le sol. Et on retrouve les teneurs de la forêt mature, finalement, en quelques dizaines d'années. Et si on regarde quelle est la source de ces nutriments, on s'aperçoit qu'il s'agit de fertilisation atmosphérique. Et deux sources ont été identifiées. Une source proximale, qui sont les aérosols marins, alors produits en permanence par les organismes marins, mais aussi par les vents, avec un exemple ici assez remarquable. Au début de l'ouragan George en 1998, où vous voyez la quantification du chlore, où l'on s'aperçoit qu'avant l'arrivée de l'ouragan, avant l'arrivée des précipitations, on a d'abord des vents qui amènent ces aérosols marins sur le bassin versant. Il s'agit là ici du flanc est, et on voit qu'il est tombé en l'espace de quelques heures l'équivalent de 0,3 mm d'eau de mer sur le bassin versant. Donc c'est des choses qu'on voit assez bien dans les flux dissous tout au long de l'année. La deuxième source qui était connue et qui est progressivement apparue comme essentielle, ce sont les poussières du Sahara. Les poussières sahariennes, il y a une vingtaine d'années, c'était assez conceptuel, on les mesurait, on ne les voyait pas. De nos jours, on a des satellites qui nous montrent tous les mois des panaches de poussière quittant le Sahara et traversant l'Atlantique jusqu'à la zone Caraïbe. Donc, on a pu, à partir de différents isotopes, du néodyme, du strontium, estimer ces contributions. Et on s'aperçoit que les stocks de phosphore transportés permettent largement d'expliquer les stocks de phosphore qu'on a en surface dans ces sols. Donc, ce qui est intéressant, si on se place dans une perspective de zone critique, si on pense où limiter la zone critique lorsqu'on fait l'analyse, on s'aperçoit ici que si on n'avait pas ces poussières sahariennes qui fertilisent la forêt, on ne pourrait pas maintenir une forêt sur un saprolite aussi élevé. La situation à l'équilibre serait sans doute des taux d'érosion plus élevés, une forêt qui reste à proximité du front d'altération et qui récupère les nutriments du sol. Donc c'est ce qui faisait dire à mes collègues, Fred Scatena, qui n'est plus, que c'était la forêt, que c'était les vers de terre qui tenaient la montagne, qui tenaient la forêt, et les poussières sahariennes. C'est-à-dire que sans ce système, on aurait sans doute une montagne qui se redresse plus vite. Et si on prend les échelles géologiques, c'est une montagne qui a 400 millions d'années, elle serait beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Donc on n'aurait pas forcément le même écosystème dessus. Donc c'est une mise en perspective qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui je pense est vraiment gaillette et qui vraiment montre comment les difficultés d'échelle quand on essaye de comprendre ces systèmes. Donc c'est dans ça que j'ai baigné et que j'ai commencé à travailler sur cette zone. Et ce que je vais vous montrer, c'est une étude que j'ai conduite sur l'impact d'une vague d'érosion qui se propage sur le flanc sud de la forêt. Et ce qui était peut-être logique pour moi, mais pas pour mes collègues, c'était de leur montrer que ça avait un impact sur la forêt actuelle. Et ce que ça m'a appris en retour, c'est que la forêt était capable de contrôler la vitesse de recul de cette vague d'érosion. Donc ça a été bénéfique pour tout le monde. Donc voici de quoi il s'agit. Il s'agit du réseau du Rio Blanco qui draine le flanc sud de la montagne. Vous le voyez ici représenté en profil en long avec ses différents affluents. Et vous voyez que ces affluents sont composés de deux parties. Une partie supérieure extrêmement concave qui est constituée sur le terrain de chenaux alluviaux, comme ici à gauche. Certains sont sableux, d'autres sont graveleux. Alors les cours sableux, ça s'explique par le fait que la tonalite qui est située dessous s'érode sous forme de sable, s'érode, forme un saprolite sableux. Donc les rivières transportent du sable essentiellement, rien d'autre. Et puis les rivières constituées de gravier drainent les cornéennes qui entourent la tonalite. Et donc on a des galets silicifiés de basalte d'andésite qui arrivent et qui sont transportés suivant un profil alluvial jusqu'à ces ruptures de pente positives qu'on appelle les midpoints, en dessous desquels on a des profils beaucoup plus raides. Alors ces profils raides, ça ressemble à ça sur le terrain. Donc c'est vraiment très raide, il n'y a pas de sédiments du tout. Tous les sédiments sont évacués vers l'aval. Et alors même qu'on est sur le même substrat. En amont, on est sur la tonalite et là aussi. Donc ça, ce genre de changement, ça s'explique assez bien par un modèle de vague d'érosion qui se propage de l'aval vers l'amont.
Ce que suggère aussi le fait que ces ruptures de pente sur tous les affluents sont à la même altitude et correspondent à celles d'un ancien niveau de base, qui correspondait au niveau de base de ces profils concaves. Et cette vague d'érosion résulte de l'effondrement du niveau de base depuis 600 mètres à 0 mètres et à la propagation de ce signal vers l'amont le long du réseau hydrographique. Donc, ce qui m'a intéressé d'abord, ça a été de comprendre le déclencheur de ce signal. Et en étudiant la morphologie de l'île de Porto Rico, ce qu'on découvre, c'est que ce qui est connu depuis les années 20, c'est que le relief de Porto Rico comprend une grande surface d'abrasion qui recoupe toutes les couches préexistantes, y compris des couches du Pliocène. Que donc on a un événement de planation, qui est un événement de planation marine, qui n'a laissé finalement que des petites îles qui correspondent à ces reliefs en vert. Et ces petites îles, alors, elles sont en tout point équivalentes aux îles Vierges qu'on trouve plus à l'est, qui sont elles aussi sur une grande plateforme d'abrasion marine de ce type-là. La plateforme d'abrasion marine, ici, vous est représentée avec des contours d'altitude. Et on voit donc qu'elle est soulevée de 700 mètres, 800 mètres au centre de l'île et à peu près 600 mètres autour des montagnes de Luquillo. C'est ce que vous voyez en haut, en fait. C'est une section topographique allant du nord-ouest vers le sud-est et passant par l'ancienne île d'El Yunque, comme je l'ai appelée, où l'on voit qu'on trouve autour des sommets de l'ancienne île, dans des anciennes falaises littorales, dans les parties des cornéennes, des falaises silicifiées. Et puis, on s'aperçoit que cette surface correspond au niveau de base de ces anciens profils. Donc, la source de cette incision, de cet enfoncement du niveau de base, c'est en fait le basculement vers le nord de 1 degré de l'île de Porto Rico. Et vu la taille de l'île, ça fait 600 mètres de soulèvement sur le front sud. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi de dater cet événement. Et pour ça, je me suis intéressé à la datation par isotopes cosmogéniques de grottes qui se sont formées sous la plateforme lorsqu'elle a commencé à se soulever, puisque dans la partie nord ici, cette plateforme s'est développée sur des carbonates. On en trouve aussi d'autres à l'intérieur de l'île plus anciennes. Donc j'ai exploré 30 de ces grottes, et sur la trentaine de ces grottes, un certain nombre je me suis intéressé aux niveaux les plus anciens, les plus élevés, ceux qui sont juste sous la plateforme. Et ces grottes ont des âges assez cohérents qui indiquent que le soulèvement de cette plateforme commence il y a 4,3 millions d'années. Donc cela implique pour la formation de nos nick points et l'initiation de ces vagues d'érosion, ça implique un âge de formation autour de 4,3 millions d'années et une progression de 7 km à peu près vers l'intérieur des terres qui correspond donc en moyenne sur les différents réseaux à des vitesses de progression de 1,1 à 1,5 km par million d'années. Donc c'est une vague assez lente, parce que ça veut dire qu'on a ici, dans ce relief du Rio Blanco, on a des zones basses comme ça, qui répondent à un événement qui s'est produit il y a 4 millions d'années. Ce que vous voyez ici, c'est la géologie du site. Donc vous avez le bassin représenté par la ligne noire, le Rio Blanco et ses différentes branches, et puis le substrat géologique qui est composé donc ici en vert de ces terrains volcaniques, et puis la chambre magmatique du Rio Blanco, donc cette tonalite qui est intrusive dans ces terrains. Et l'intérêt de cette tonalite, c'est qu'elle est constituée à 23% de quartz. Donc pour les gens comme moi qui utilisent les isotopes cosmogéniques, c'est très bien. Et c'est même un site tellement sympathique qu'il a été utilisé dès les années 90 pour mettre au point la méthode de mesure de l'érosion par les isotopes cosmogéniques produits in situ, dans ce bassin inversé en particulier. Donc j'ai utilisé la tonalite pour quantifier les différences de taux d'érosion entre l'amont et l'aval. Donc la ligne jaune correspond au front d'érosion, et j'ai échantillonné des bassins versants qui sont situés entièrement au-dessus de la vague d'érosion, et des bassins versants représentés en hachures jaune qui se sont développés complètement en dessous de cette vague. Et les différents nick points que vous pouviez voir sur les profils correspondent au triangle bleu ici. Donc j'ai regardé le contraste en taux d'érosion pour voir si aujourd'hui comment cette vague impacte le relief. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, donc on a des vitesses de 30 à 90 mètres par million d'années au-dessus. Par contre, on a des vitesses qui sont 1,3 à 2,1 fois supérieures à la vague. Ce qui est
Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est plutôt modeste, j'ai trouvé, parce que je m'attendais avec un contraste de relief aussi saisissant à avoir des contrastes de taux d'érosion très importants. Mais quand on y réfléchit un petit peu, ben en fait, si on fait des calculs géométriques simples, ces différences d'érosion, c'est ce qui contrôle la vitesse de recul des midpoints. Et on s'aperçoit que les vitesses en fait, correspondent assez bien aux vitesses mesurées sur 4 millions d'années, puisqu'on trouve que les vitesses actuelles, qui sont intégrées sur 5000 à 20 000 ans, sont de 0,7 à 1 km par million d'années, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on avait sur 4 millions d'années. Donc une vague qui recule gentiment comme ça depuis 4 millions d'années. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant, on a une sorte d'expérience naturelle d'augmentation du taux d'érosion sur un même site. C'est de voir comment se comporte la zone critique en amont et en aval. Donc une des choses qu'on a fait, c'était de faire de la géophysique pour imaginer le saprolite. Et ce qu'on voit, et ce qui est apparemment très différent de la Guadeloupe, c'est qu'on a un saprolite profond en amont avec un front d'altération très irrégulier, un front d'altération qui peut se trouver jusqu'à 30 mètres de profondeur, juste avant le midpoint. Et puis, une fois qu'on passe le midpoint, eh bien, cette altération disparaît. On a un saprolite très fin. Si on regarde maintenant la composition minéralogique des sols, eh bien, on voit apparaître cette différence, puisque le fait que le saprolite soit plus proche de la surface dans la vague d'érosion fait qu'on a des minéraux incomplètement altérés qui parviennent jusqu'au sol. Et ces données proviennent en fait d'une étude qui a été faite en même temps sur 220 sols de la montagne pour caractériser la variabilité des nutriments suivant le type de forêt et le type de substrat. Et les paramètres qui expliquaient ces variations n'arrivaient jamais à expliquer plus de 30% de la variation sur les différents sites. Et à partir du moment où on a introduit cette vague, on a trouvé que 70% pouvaient s'expliquer par la propagation de cette vague d'érosion. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des camemberts de la composition minéralogique, avec en amont essentiellement du quartz en blanc, de la kaolinite en beige, un tout petit peu de feldspath en vert, et vous voyez qu'en dessous du midpoint, on a des arrivées massives de feldspath, aussi des amphiboles, même si elles n'apparaissent pas tellement sur ce schéma. Si on regarde maintenant les nutriments disponibles à la végétation, le résultat ne se fait pas attendre. On a vous voyez le magnésium et le calcium qui crachent beaucoup plus dans la vague d'érosion que dans les zones amont. Alors du coup, on peut se demander si ça change la composition de la forêt et la structure végétale, le fait d'avoir des poules de nutriments différents. Et pour ça, on a utilisé des données LIDAR. Donc on a obtenu des données LIDAR en 2013 et on a regardé les différences, la hauteur de la canopée en utilisant les écotopes et les retours au sol. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a en aval du front de la vague d'érosion des arbres très hauts qui font 20-30 mètres de hauteur, en bleu ici, et en amont une végétation beaucoup plus basse avec parfois une hauteur de canopée de seulement 5 mètres sur les collines. Donc c'est ce qui est résumé à gauche ici, où vous voyez l'évolution de la hauteur de la canopée depuis les basses altitudes jusqu'aux hautes altitudes, et vous voyez que lorsqu'on passe les midpoints à 600 mètres d'altitude, on a un affaissement de 5 mètres de la hauteur de la moyenne de la végétation. Une autre question que nous avions, c'est est-ce que cette diminution s'accompagne d'un changement d'espèce ou bien est-ce que c'est simplement les mêmes espèces qui, ayant moins de nutriments, sont plus courtes? Et l'analyse spectrale des données d'imagerie satellite nous montre un changement de composition, les mesures au sol aussi, donc on a vraiment des plantes qui semblent capables de pousser sur ce saprolite profond au-dessus de la vague d'érosion et des plantes en dessous qui ont besoin vraiment de ces apports du sol. Et ça correspond en fait à un type de forêt que les gens décrivaient comme étant essentiellement sensible au climat. Donc on ne trouvait pas en altitude à cause d'effets climatiques, alors que notre hypothèse, c'est plutôt qu'il s'agit d'un effet de stock de nutriments et de capacité à capter et recycler la fertilisation atmosphérique. Donc voilà, ça a pas mal ébloui les écologues. Bon, pour moi, c'était un peu téléphoné comme géomorphologue. Je me disais, oui, les taux d'érosion sont plus élevés, donc il y a plus de nutriments, donc voilà, tout le monde est content. Mais apparemment, ce n'était pas si évident que ça pour eux. Et par contre, ce que moi, ça m'a appris en tant que géomorphologue,
c'est que la forêt était capable de contrôler la vitesse d'érosion des rivières. Et ça, je l'ai compris en essayant de comprendre pourquoi les profils de rivières étaient aussi raides en aval des midpoints. Et en fait, ce qui se passe, on le comprend lorsqu'on regarde comment s'érodent ces lits de rivières. Normalement, les deux processus les plus actifs, enfin, ceux qui sont les plus puissants pour éroder un lit de rivière, c'est l'abrasion par les galets et puis les phénomènes de plucking, donc d'arrachement de blocs. Alors lorsqu'on parcourt ces rivières, et les parcourues intégralement, en fait on n'observe quasiment jamais de traces d'abrasion, très peu. On n'observe pas de sédiments, on n'observe pas. Alors le fait qu'on n'ait pas de sédiments, on peut se dire, et s'il y a un flux de sédiments, simplement les sédiments ne sont pas stockés. Mais on devrait, dans ce cas-là, en voir la trace. Alors en fait, on ne voit pas de traces de ces passages de galets. Et puis, on ne voit pas non plus de plucking, essentiellement parce que cette tonalite a un espacement des joints qui ne permet pas l'arrachement comme ça de blocs. Et lorsqu'enfin, par endroits, on trouve effectivement des traces d'abrasion, comme ici, qui sont des scallops, donc des coups de gouge assez légers dans le substrat tonalitique, si ces coups de gouge peuvent contenir de l'eau, on s'aperçoit que très rapidement, des franges d'altération se développent autour des cuillères et que c'est très rapidement, l'altération prend le pas sur l'abrasion. Alors qu'il s'agit d'eau relativement peu agressive ici, pour que sur substrat nu, on ait de l'altération qui prenne le pas sur l'abrasion, ça veut dire que l'abrasion est vraiment lente. Et donc effectivement, ce que ça nous dit, c'est que les processus classiques, les plus communs d'érosion du substrat, sont si peu actifs que l'altération prend le dessus. C'est quelque chose qu'on peut aussi inspecter en s'intéressant à la morphologie du réseau complet. Donc cette fois, pas en regardant le vide lui-même, mais en regardant la vitesse à laquelle les différents midpoints se sont propagés le long des différentes branches. Puisque si les processus d'abrasion et les processus de plucking étaient dominants, on devrait avoir une dépendance de cette vitesse de retrait qui est fonction du débit. Et ce n'est pas du tout ce qu'on observe, puisque vous voyez que par exemple, le Rio Icacos, qui est le plus grand, est celui pour lequel la vitesse de retrait du midpoint a été la plus lente. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est aussi la rivière qui a la charge alluviale la plus fine. C'est essentiellement du sable, très peu de contribution des graviers. Et donc on peut se demander si c'est pas, justement, vu qu'il y a très peu de sédiments, si c'est pas en fait l'absence, la faiblesse des flux qui expliquerait qu'on ait une érosion aussi lente. Donc pour ça, je suis allé calibrer, mesurer les charges alluviales dans toutes ces rivières. J'ai mesuré aussi les fractures dans le substrat et fait toute une série de tests pour voir quel modèle d'érosion pouvait le mieux expliquer ce qui se passe. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quel que soit le modèle, on a une indépendance, le best fit indique une indépendance complète du processus vis-à-vis du débit. Donc la puissance de la rivière ne joue pas. Par contre, on s'aperçoit qu'on peut expliquer le retrait plus rapide, par exemple, de ces midpoints de l'ouest par rapport à ceux de l'est, par le fait qu'on a une anisotropie et une altération plus forte suivant les fractures orientées nord-ouest-sud-est. Donc tout semble confirmer le fait qu'on a des midpoints qui reculent essentiellement par altération, et non pas par abrasion physique. Alors comment expliquer ça? Eh bien, à nouveau, on retourne à ce qui se passe dans notre forêt. Donc ça, c'est un horrible diagramme 3D que j'ai dessiné. Vous m'excuserez pour les perspectives un peu foireuses. Mais en gros, ce que vous voyez, c'est parti en amont des midpoints, les plaines alluviales sableuses, et puis ces mid-zones qu'on a à l'aval qui sont extrêmement raides. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a une forêt qui produit avec des érosions de 50 mètres par million d'années. Donc déjà, on a des flux totaux qui sont faibles. On a aussi une comminution du substrat, puisqu'on produit un saprolite épais constitué essentiellement de sable. Donc en plus, on a des grains, non seulement on a des flux faibles, mais on a des grains petits. Et donc à l'arrivée, on éteint l'abrasion au niveau du midpoint. Et l'altération prend le dessus, peut-être en partie parce qu'on a aussi des mélanges entre des eaux de surface et des eaux profondes dans les fractures. Et puis le seul moyen pour le midpoint de reculer, c'est d'être très raide dans ces circonstances. Donc altération dans les fractures et basculement de blocs. Donc ce sont des sortes de falaises propres. Voilà, donc ce que ça nous dit, c'est que la forêt ralentit la vague d'érosion par sédiments interposés. Et puis
On peut à nouveau ici mettre en relief le fait que c'est les vers de terre et les poussières sahariennes qui ralentissent la vague d'érosion, dans une vision holistique. Maintenant, on va passer dans les bassins de premier ordre et d'ordre zéro qui se trouvent en amont, qui se trouvent ici. On va voir à quel point ces liens entre la végétation et l'évolution du relief peuvent se retrouver à des échelles vraiment de petite taille, à quelques centaines de mètres. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on trouve en amont de la vague d'érosion, donc dans la forêt haute. Dans cette partie, on a deux types de forêts qui se font concurrence. La forêt des Palo Colorado, qui est une forêt de dicotylédones, et puis la forêt des palmiers, Sierra Palm, Prestoa et Montana, qui est en vert clair. Et vous voyez que la distribution de ces forêts n'est pas aléatoire, mais qu'elle s'organise en fonction du relief. Et donc c'est une relation dans laquelle on s'aperçoit que les Palo Colorado ont tendance à occuper les crêtes, alors que les palmiers occupent les combes qui se trouvent entre les crêtes. Et ces combes, vous voyez, se trouvent en des formes assez alvéolaires. C'est un point à souligner. Et que ces crêtes sont des crêtes plutôt arrondies, plutôt légèrement convexes. Donc on peut résumer cette relation par un paramètre d'enfoncement des palmiers par rapport au relief environnant. Alors nous avons eu beaucoup de discussions avec les écologues, les pédologues pour comprendre quelle est l'origine de ce contrôle topographique. Il y a beaucoup d'hypothèses. Bon, mais en tout cas, il existe. Ça, c'est l'essentiel pour nous. C'est qu'il existe. Pour nous, c'est les nutriments, mais ça fait hurler les gens de Berkeley. Si vous voulez, on en reparlera. Donc, une chose intéressante, c'est que lors de la première étude, l'étude fondamentale par laquelle on a développé cette méthode du péridiablisme critique, c'est Eric Brown qui avait fait ce travail ici, dans ce bassin. Et déjà à l'époque, il s'était aperçu d'une chose un peu particulière, c'est que les crêtes s'érodaient moins vite que les versants. Ce qui veut dire qu'on est dans un relief hors équilibre. Alors j'ai systématisé ces observations en mesurant une quarantaine de sols et 12 bassins versants. Et le résultat, vous l'avez ici. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à peu près toutes les crêtes s'érodent à la même vitesse, autour de 50 mètres par million d'années. Donc ce sont ces points jaunes ici. Et puis que par contre, dans les combes, dans les versants, on trouve des vitesses d'érosion plus importantes. Alors, suivant la fraction que vous mesurez, vous avez des vitesses d'érosion plus importantes, mais disons qu'on a, on peut dire en moyenne un doublement de la vitesse d'érosion. Alors, Eric Brown s'était amusé à calculer, à partir d'un relief plat, combien de temps il nous fallait pour arriver au relief actuel, et il avait trouvé 1,3 million d'années. Donc, j'ai fait un calcul un peu plus compliqué en prenant une surface enveloppe du relief actuel, et j'arrive, suivant les fractions sédimentaires utilisées, à une initiation du processus entre 110 000 ans et 1,4 million d'années. Alors, normalement, le premier réflexe, c'est de se dire, toutes ces combes, en fait, ce sont des combes qui progressivement s'enfoncent dans un ancien relief qui était moins marqué. Et cette différence d'érosion, ce qu'on voit, c'est la propagation de ces combes vers l'amont dans les collines. Et habituellement, ce processus est déclenché par un abaissement du niveau de base. Alors, le niveau de base des combes, ce sont ces plaines alluviales, sableuses. Et on voit, lorsqu'on étudie la morphologie, qu'on creuse des sols, qu'en fait, il n'y a aucune terrasse, que ces rivières ne s'enfoncent pas. Elles sont réglées à un niveau de base qui correspond au niveau rocheux. Et on trouve qu'au maximum, dans le pire des cas, on aurait un affaissement de 11 mètres par million d'années des plaines alluviales, alors qu'on est ici au moins un ordre de grandeur plus élevé. Donc en fait, on a un niveau de base qui est stable. Et donc, le processus responsable de la formation de ces combes est à chercher dans les combes elles-mêmes. Et le processus, on a retourné le problème, et en fait, le processus le plus logique, ce serait d'expliquer ça par la dichotomie entre la présence de la forêt des palmiers dans les combes et la présence des Palo Colorados sur le reste des crêtes. Alors, le modèle, ce serait donc celui-ci. C'est issu évidemment de beaucoup d'observations sur le terrain, qui est que lorsqu'on est sous la forêt des palmiers, eh bien, le sol n'est quasiment pas protégé. On voit des effets de ruissellement, on voit des accumulations de quartz, alors que lorsqu'on est sous les Palo Colorado, on a d'abord une densité de branches et une sous-canopée qui est beaucoup plus importante. On a un lacis de racines et de litières avec un quick flow qui est très efficace, et souvent une horizonation qui conduit à la formation d'horizons argileux en profondeur, qui empêche la pénétration plus profonde de l'eau.
Donc l'idée, c'est de dire qu'on a une rétroaction positive, par lequel on a un contrôle topographique de la distribution des espèces. On part d'une topographie moins marquée, avec quelques palmiers, et puis, comme il y a quelques palmiers, on a un peu plus d'érosion. Le processus se renforce par l'enfoncement des combes, qui amène à une discrimination plus marquée entre les forêts de palmiers et les forêts de Palo Colorado. Et puis, au bout d'un certain temps, on déclenche des glissements de terrain qui sont très nombreux sur les versants de ces combes. Alors, il se trouve que ces palmiers, ce sont aussi des espèces pionnières des glissements de terrain. Donc, en fait, ça les arrange. C'est une rétroaction positive supplémentaire que le déclenchement des glissements de terrain. Alors, c'est un modèle que critiquent les écologues parce qu'ils disent que vous n'avez pas de mesure directe actuelle des différences entre les deux types de forêts. Parce que, oui, de très nombreuses mesures ont été faites dans cet observatoire, mais elles ne sont pas toujours adaptées aux problèmes frontaux. Donc, ça, c'est un cas typique qui vaut beaucoup de friction entre des gens qui ne travaillent que sur l'actuel et ne veulent pas entendre parler de l'intégration sur le long terme, et puis nos visions à nouveau. Voilà. Alors, je voulais vous présenter aussi un problème à nouveau d'instrumentation multi-échelle, c'est que un des aspects intéressants, c'est que les vitesses d'érosion dans ces combes sont à peu près équivalentes à celles qu'on observe à l'aval. Donc, comment se fait-il qu'on n'observe pas les grands arbres, les tabonucos venant s'installer dans ces combes? Parce qu'au fur et à mesure où ces combes incisent, elles rencontrent progressivement les core stones qui se trouvent au-dessus du front d'altération. Ces core stones sont exhumés, s'accumulent au fond des combes. Et on pourrait s'attendre donc à ce que les écoulements de profondeur dans les saprolites reviennent tous à la surface au niveau des combes. Donc on est à la fois une fertilisation par la présence des core stones et aussi par ces flux chargés en ions qui ont séjourné au contact du front d'altération. Le fait qu'on n'observe pas ça nous amène à penser qu'en fait une partie des flux est perdue plus en profondeur dans l'aquifère fracturé du fait de la présence des midpoints. Donc on a une sorte de soutirage à ce niveau-ci qui favorise les écoulements profonds. Alors il y a eu des mesures aussi au niveau des sources, il y a des mesures de flux dissous qui montrent qu'effectivement on a des enrichissements locaux en ions et que par contre lorsqu'on se rapproche des rivières principales on a une dilution systématique qui laisserait donc penser qu'on pourrait avoir un saprolite profond et des pertes importantes à travers l'aquifère profond. Donc d'où la nécessité d'avoir des mesures un peu partout en fait. Alors la façon dont on a soumis des proposals qui ont été rejetés systématiquement parce que justement les écologues disent toujours mais enfin pourquoi si vous voulez savoir si les facteurs limitants sont ceci ou cela, vous n'avez qu'à faire des expériences en laboratoire ou des transplantations sur le terrain. En gros, c'est ce que correspond à la fréquentation des écologues. Mais ce que je vais vous montrer, c'est l'utilisation de la géophysique pour essayer de caractériser ces fronts et voir ce que cela nous dit des écoulements en profondeur. Donc pour ça, nous avons fait du géoradar, de l'électrique, du sismique. Je vais vous montrer juste les résultats sismiques pour une plaine alluviale comme cela. On va aller de la plaine alluviale sur le bassin versant, sur le côté. Ce sont des données qui ont été collectées avec l'Université de Floride. Et ce que vous voyez ici, c'est donc une plaine alluviale qui est couverte de palmiers, où l'on s'aperçoit que sous un remplissage à peu près d'une dizaine de mètres, le front d'altération, si c'est un front d'altération ou un front d'abrasion, est parfaitement horizontal. Donc, bien que cette plaine alluviale ne s'enfonce pas sur le long terme, on n'a pas pour autant un approfondissement éternel du saprolite en dessous. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que lorsqu'on arrive sous les versants, le saprolite se développe et que la profondeur du saprolite est supérieure à celle de la plaine alluviale. Donc on a une inversion de la cryptotopographie que l'on souhaite modéliser en termes de cellules d'écoulement, à ce qu'on a des écoulements profonds qui reviennent ici chargés et qui sont donc peu agressifs sous la plaine alluviale, ou bien est-ce qu'on a des écoulements en profondeur dans l'aquifère fracturé. Voilà. Donc pour terminer, j'aimerais vous dire deux mots du projet qu'on a en cours. Donc on a continué de travailler essentiellement sur l'aspect géophysique, et puis on s'intéresse aussi à impliquer d'autres communautés dans la réflexion sur les zones critiques, notamment la communauté marine à travers une campagne océanographique. Alors une des raisons, c'est que une des choses qui motive le plus le LTR actuellement, c'est l'effet du changement climatique sur la forêt. Donc pour ça,
Il recourt à différents types d'expériences. Il y a des expériences des warming experiments, donc ils positionnent des projecteurs au-dessus de la forêt et ils chauffent les plantes pour voir comment elles réagissent au réchauffement. Il y a des études de séries de statistiques sur la hauteur de condensation des nuages, la base de condensation des nuages depuis les années 50. Et puis, nous, évidemment, on pense au deep time. On se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir dans le passé comment la forêt réagissait au changement climatique? Donc, en allant voir des enregistrements sédimentaires. Alors, les enregistrements sédimentaires côtiers, on les connaît. Leur problème, c'est qu'ils sont très altérés, très lacunaires. Or, on a la chance, par contre, qu'en mer, au large de Porto Rico, on a des bassins turbiditiques fermés qui récupèrent, à peu de distance des côtes, tous les sédiments produits sur l'île. Ce qui est une situation en fait assez rare. Et en particulier, on a littéralement des baquets, représentés ici en jaune, qui récupèrent tous les sédiments produits dans l'observatoire. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces baquets récupère les sédiments d'une partie différente de l'observatoire. Donc on a des bassins versants qui sont essentiellement tonalitiques, d'autres qui sont basaltiques, et donc des turbidites, dont on connaît la composition grâce à des carottages anciens, qui reflètent tout à fait ces différences de provenance dans la partie amont. Donc le projet de cette campagne qui a été classée, c'est de récupérer des carottes de 30-40 mètres de long, avec des grands carottiers gravitaires, pour couvrir 2-3 périodes glaciaires et voir ainsi la fluctuation totale du signal sédimentaire produit par la forêt depuis les moments les plus froids du glaciaire jusqu'aux les moments les plus chauds de l'élémien, donc les dernières interglaciaires. Donc ce qu'on espère en fait voir, c'est que cette zonation très forte, très marquée de la forêt va fluctuer vers le haut et vers le bas au cours du temps. Et on sait que les cortèges argileux et la composition de la matière organique varient en fonction du type de forêt. Donc on va s'attendre à une fluctuation de ces flux au cours du temps. Donc ce qui est aussi très sympathique, c'est que les sédiments de la montagne sont très riches en matière organique. Ça, c'est un travail de Catherine Clark sur le contenu en piéocide des sédiments. On est dans un système où on a quand même des concentrations de matière en suspension qui peuvent être très élevées. Et globalement, la quantité de carbone particulière est très élevée par rapport à ce qu'on a au niveau mondial, entre 4 et 14% de carbone particulière. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'essentiel de ces exports de carbone se fait pendant les 6 événements les plus extrêmes de l'année, qui correspondent à des concentrations suffisantes pour qu'on déclenche des courants hyperpicaux dans la mer. Donc il y a des chances que ces 25% soient injectés directement dans les bassins turbiditiques, c'est-à-dire qu'ils bypassent la plateforme et descendent vers les bassins turbiditiques. Donc on aurait des transferts de carbone en quelques heures depuis les montagnes jusqu'au bassin finaux en mer. Donc probablement un signal assez pur, assez préservé. Donc, alors l'intérêt, c'est de... Ce qui est assez intéressant, c'est que, pour moi, ça a 2 avantages. Donc, non seulement ça nous donne un regard ancien sur la forêt, sur sa variation, mais cette communauté marine aussi analyse des indicateurs qu'on analyse aussi dans la forêt, mais qui ne sont pas utilisés du tout de la même façon, que ce soit les isotopes du lithium, du néodyme, etc. Donc, ils ont tendance à utiliser en mer un peu des recettes de cuisine basées sur une vision assez simpliste de la zone critique. Et donc l'idée, en rapprochant cette communauté marine qui regarde le long terme, mais pas forcément très regardante sur les détails et les processus, c'est de les mettre en contact avec une communauté qui, par contre, comprend très bien l'intimité de la production de ces signaux dans la forêt, de manière à obtenir une interprétation des signaux marins meilleure. Donc c'est une façon d'exporter, une fois encore, les connaissances des observatoires vers d'autres communautés. Voilà, donc pour conclure, je vais dire que mon expérience, c'est celle de quelqu'un qui est venu pour prendre des données d'observatoire, pour essayer de comprendre l'évolution à long terme des reliefs. Et en utilisant la Whole System Approach, qui est si chère à Jérôme, eh bien, on a eu effectivement, on a réussi à faire des découvertes assez intéressantes sur ce site. Bon, par contre, évidemment, il y a toujours des limitations. Hein. Ça, c'est sûr que le fait de faire des observations systématiques ne permet souvent pas d'adresser de la meilleure façon possible, de traiter de façon la meilleure possible un problème particulier.
mais je pense qu'on n'y échappera jamais. Notre expérience de la collaboration avec les écologues, c'est que c'est vraiment difficile. Il faut vraiment beaucoup de dialogue. On ne parle vraiment pas la même langue. Et donc là, on a le LTR avec des réunions annuelles, et on a une réunion annuelle, avec des échanges, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et enfin, donc, vous montrer qu'une fois que vous avez converti des gens de l'extérieur à l'intérêt des mesures, et ben, ces personnes sont aussi des apôtres de la cause de l'Observatoire vis-à-vis de votre communauté. Merci beaucoup, Gilles, pour cette excursion exotique. Y a-t-il des questions? Gilles. Oui, merci beaucoup pour cette balade sous ces tropiques. Tu parles beaucoup des poussières désertiques. Est-ce que vous avez été en capacité de quantifier le dépôt de ces poussières? Est-ce que c'est possible aussi de mesurer l'évolution de ce dépôt avec le temps? Alors, les mesures sont de deux types. Il y a des mesures directes. Donc, il y a des capteurs qui ont été installés sur les tours météorologiques pour essayer d'attraper directement la poussière. Mais la plupart des quantifications sont faites sur la base d'isotopes ou de flux dissous qui donnent du 15 mètres par million d'années. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que c'est un site où on a du 30-90 mètres par million d'années d'érosion, et on a du 15 mètres par million d'années de dépôt de poussière saharienne, ce qui est tout à fait considérable. Et alors la variation temporelle, ça n'a pas encore été tellement fait, mais pour l'instant, il y a des études de variation spatiale qui montreraient qu'à l'échelle humaine de ces petites combes que je montrais, on a des variations latérales de 10 à 20 fois de la quantité de poussière déposée. Donc c'est extrêmement hétérogène spatialement sur la forêt elle-même. Bon, ça c'est une des dernières découvertes. C'est plus dans le spatial que le temporel. Oui, juste deux commentaires. Sur tes sorties de nitrate à la suite de tempête, j'étais frappé par les faibles valeurs par rapport à ce qu'on connaît en température. Tu vois, si je compare à la tempête de 99 en France, tu vois, on avait des pics qui étaient bien supérieurs à ça. Et je me dis, est-ce que le nitrate est conservatif? Est-ce que tu as de l'absorption de nitrate? Alors, les pics souvent sont observés suite aux défoliations, puisqu'en temps normal, le recyclage est quasi immédiat. En fait, c'est que la litière tombe sur les racines. Il y a, en fait, la matière organique qui est exportée vers les rivières est déjà complètement déprimée en nitrate. Tout a été récupéré avant de charrier les rivières. On a un deuxième processus très important qui est de la dénitrification au niveau des plaines alluviales, entre les eaux qui arrivent des bassins versants, qui traversent ces plaines alluviales, où se produit la dénitrification et les rivières. Donc il y a toute une communauté bactérienne dans ces alluvions qui fait ce travail. Il y a beaucoup d'études dessus, que je ne connais pas par cœur, mais il y a eu beaucoup d'études à partir de champs de piézomètres qui ont été faits sur cette dénitrification à travers les plaines alluviales, qui pourraient expliquer ça en partie. Et une deuxième question, c'est, alors je ne connais pas du tout Porto Rico, mais je connais un peu la Guyane, les sites à palmiers, c'est une chose qui est assez classique et qui est très souvent considérée comme des sites archéologiques, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire des endroits où les gens étaient. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'on connaît en termes d'archéologie? J'imagine que ça a été fouillé par les gens et peut-être que ça renseigne un peu sur certaines anomalies que tu vois. Alors, les sites archéologiques, on a le long des rivières des sites gravés par les taïnos, notamment le de Rio Blanco. En altitude, moi j'ai trouvé, personne ne cherche, mais j'ai trouvé dans les sols clairement des choses qui ne peuvent plus être calomnées, on va dire, par les taïnos. L'impact essentiel qu'on a eu, c'est une vague de tentatives d'ouverture de mines vers le 15e, 16e siècle. Et donc on connaît la localisation plus ou moins de ces mines, et quand on va sur ces sites, on a parfois l'impression qu'il y a un reste de ces perturbations. Mais c'est quelque chose de très ténu, pas d'immédiat. C'est juste pour te dire que parmi les écologues, oui, que tu as en mauvaise estime,
Je ne dis pas mauvaise estime du tout. Peut-être que tu peux de temps en temps trouver quelques-uns Non, en fait, on a des échanges très intéressants avec, mais je pense que les disciplines sont tellement différentes, parfois, que justement, ils ont du mal à avoir dans le temps long, un intérêt dans le temps long. En fait. Et inversement. Non, moi je vais pas parler des écologues. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une petite question par rapport à la géomorphologie des combes. Comme tu dis qu'elle pourrait s'être formée par en fait, un mécanisme un peu de rétroaction positive, est-ce qu'il y a quelque chose qui irait dans l'autre sens et une sorte d'équilibre qui expliquerait une dimension caractéristique de ces combes? Est-ce qu'elles sont un petit peu toutes... en fait, est-ce qu'elles ont une dimension un peu qui serait le résultat d'un équilibre entre les différents processus ou c'est plutôt un état transitoire avant, on ne sait pas quoi? C'était mon hypothèse de départ, en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sources dans ces combes, et c'était donc de considérer que c'était en fait une sorte de sable, du saprolite. Et effectivement, on arrive à mesurer, on a fait des mesures de débit, on a atteint des valeurs qui permettent effectivement de considérer qu'une partie de ces combes se forme par des phénomènes d'émergence, de résurgence à partir de réseaux. En fait, ce saprolite est très particulier parce qu'on a en fait une sorte de... Ça fonctionne un peu comme la craie, je trouve. C'est-à-dire qu'on a un saprolite qui est vraiment très homogène, qui a une porosité très homogène, qui constitue une sorte d'aquifère de fond, et puis il est parcouru par des tubes, par des conduits ouverts, par des phénomènes de sable. Et ce qu'on voit, c'est que ces conduits se forment sous les core stones. Donc les eaux se réunissent autour de ces core stones, s'accumulent dessous, et à partir de dessous, on a des initiations de conduits qui permettent des transferts très rapides des eaux vers le fond des combes et au-delà. Et donc en fait, je suis rentré dans certains de ces conduits, ils sont très dangereux parce que certains sont 2-3 mètres de large. Par moment, on voit des rivières entières disparaître et réapparaître plus loin avec tout leur galet. Donc il y a un gruyère là-dessous dans le saprolite. Avec du karst, je ne sais pas si on pourrait dire pour un saprolite, mais une sorte de karst, voilà. C'est comme créé avec du karst dedans. Et parce qu'il n'y a pas vraiment d'aquifère de fracture dans ce saprolite. Les fractures sont argilifiées. Donc le problème, c'est le démarrage du processus. Donc on était parti de l'hypothèse, peut-être qu'on a effectivement eu un changement de végétation qui expliquerait une diminution de la vitesse d'érosion, qui se traduisent par le long terme par une augmentation de la profondeur du saprolite, jusqu'à ce qu'on atteigne un seuil critique qui permette le déclenchement de l'expansion des combes. Mais c'est très tordu et beaucoup moins direct que de proposer simplement de l'expérience de terrain qui a effectivement de l'érosion sous les paliers. Oui, mais jusqu'où elle va en fait? À un moment, est-ce que la pompe devient immense parce que quand elle redescend sous le palier, elle est pas partout, il y a des crêtes? En fait, ces combes sont. L'arrêt vertical, il tient en fait que toutes les core stones descendent, sont exhumées sur les versants et s'accumulent au fond. Et ce sont elles qui limitent en fait l'érosion. Mais pour l'instant, toutes les combes progressent. Tout ce qu'on voit, c'est un retrait. Voilà, un remplacement progressif d'un paysage par un autre qui arrivera à terme peut-être à ces vitesses-là, dans 200 000 ans. Merci Gilles pour cette super présentation. J'ai une question sur les extrêmes hydrologiques, notamment les précipitations liées au cyclone. Je ne sais pas s'il y a des glissements qui sont... J'imagine qu'il y aura des glissements qui s'activent et qui embarquent une partie du sol. Et est-ce que tu as pu essayer d'avoir une estimation un peu de l'érosion liée à ces phénomènes-là par rapport à l'érosion long terme? Alors, ce sont des glissements qui généralement n'affectent que le sol, au-dessus du saprolite. En général, c'est parce qu'on a souvent un horizon argileux entre le saprolite et le sol, on a un saprolite beaucoup plus sec que le sol. Donc souvent, ce sont vraiment des glissements transstationnels d'assez grande dimension. Alors ça a été quantifié, hein, il y a beaucoup de papiers sur la quantification, notamment des seuils d'intensité de précipitation pour les déclencher, de la quantité de sédiments produits par ces glissements de terrain. Le problème, c'est que par exemple, les valeurs de sédiments en suspension exportée varient suivant les périodes mesurées. Il y a un papier des années 90 qui trouve que c'est autant que Cosmo, un autre 5 ans plus tard qui trouve que c'est 5 fois plus important, un autre qui trouve ensuite, parce que la série est... Voilà, le problème, c'est le temps d'intégration des données disponibles. Alors, dernièrement, les gens étaient plutôt d'accord que les flux
mesurés étaient plus élevés que les flux cosmiques. Et essayer de comprendre ça par des perturbations, notamment à l'ouverture d'une route dans les années 50, qui est en train de se faire digérer maintenant, qui est en train d'être démolie par les processus d'érosion, et qui contribuerait aux mesures faites au niveau des stations de mesure. Il y a aussi des... En fait, les gens ne sont pas d'accord sur les mesures. Parce qu'on a certains de ces bassins versants qui exportent surtout du sable, d'autres qui exportent surtout des garous et de l'argile, et qui sont mesurés de la même façon. Donc sur certaines rivières, sur les terrains volcanoplastiques, on manque l'essentiel du transport des galets. Par contre, les suspensions sont très bien mesurées. Sur les rivières sableuses, on ne sait pas ce qu'on mesure, parce que par moment, le sable est en suspension, par moment, il est en charge de fond. Alors ça ne mesure que la suspension, donc en fait, il y a beaucoup de disputes sur la signification réelle des flux mesurés au niveau des stations. Dernière question, est-ce qu'on est obligé de... Est-ce que ces résultats sont facilement transposables au niveau de la Martinique, la Guadeloupe et encore plus loin sur la Réunion, justement pour tout ce qui approche, je dirais plutôt éco-hydrologique, parce qu'il y a des modèles en hydraulique statistique qui se basent beaucoup sur des composantes de bassin pour pouvoir déterminer un petit peu la forme que peut prendre l'accélération de vitesse, etc. Ah oui, d'ailleurs, c'était Jean Marcy qui était chargé de ça. Jérôme. Je pense que Jérôme peut répondre mieux que moi. Oui, au Sylvain, on a une étude un peu similaire sur la rivière Kioc, qui est un des observateurs d'Oscar, qui ne montre pas tout à fait les mêmes choses, mais bon, on aura l'occasion d'en discuter. Ce qu'il faut voir, c'est que La Réunion surtout est très différente. Par contre, du point de vue géologique, ça n'a rien à voir. C'est des coulées de basalte entre lesquelles il y a des aquifères. C'est comme ça que l'eau transite sur l'île. Ça rayonne. une chose, là, j'ai montré seulement la zone tonaltique, parce que la zone des volcanoclastiques fonctionne vraiment différemment. Ce serait sans doute plus proche de ce qu'on observe en Guadeloupe. Bien, merci encore Gilles, c'était super. Et on est